Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal présenté par Lydie Alexandre à la réalisation Misuel Timothée. Ce 28 juillet ramène le 105e anniversaire du début de l'occupation américaine en Haïti. Pour marquer cette date, quelques dizaines de militants politiques sur réclame de l'opposition ont battu le pavé à Port-au-Prince. Ils entendaient par ce mouvement dénoncer les conséquences néfastes de cette occupation et l'ingérence de l'oncle Sam dans les affaires internes d'Haïti. Cette manifestation qui a atteint son point de chute à carrefour de l'aéroport a été l'occasion pour ces militants de réclamer à nouveau la démission du président Jovenel Moïse. Écoutez les propos de quelques manifestants au micro de Jean-Paul Lundi. Non à corruption, non à ingérence. C'est ça que je dis à moi-même, Gentil Manis, Réginald Dumé, qui est responsable de faire manifestation. Ça, je dis à nous, sortir dans la rue. C'est ça, nous disons non à ingérence, non à impunité, non à Jovenel Moïse. Et ça, on a dit tout. On a dit Jovenel, nous tendez la fête diversion, KEP, nous pas de diversion. Nous dit Jovenel, deuxième lundi mois de janvier, nous avons constaté qu'il y a pas l'État. Deuxième lundi mois de janvier, nous-mêmes, jeunes garçons, jeunes femmes comme bataille, nous avons constaté qu'il n'y a pas l'État. Et Jovenel Moïse décide de continuer dans le pays, la mener le pays à nos chaos, et nous laissons ça, c'est PHTK, pas dans la ligne, pas dans ce son, qui est responsable. Rencontre ce mardi 28 juillet entre le protecteur du citoyen et 10 membres du syndicat de l'EDH. L'Office de la protection du citoyen veut par cette rencontre jouer un rôle de médiateur afin de favoriser un dégel à la crise qui affecte l'électricité d'Haïti depuis plusieurs semaines, depuis la nomination de Michel Présumé comme directeur général de l'institution. René Douville invite les plus hautes autorités au dépassement pour trouver une solution rapide au profit de la population. Les propos du directeur de l'OPC, Maître René Douville, ont été recueillis par Manielo Tadgrain. Au niveau de l'OPC, nous sommes en rencontre avec plus d'une dizaine d'employés du syndicat de l'électricité d'État d'Haïti par rapport à la crise qu'a traversée. Comme nous connaissons que nous-mêmes au niveau de l'OPC, nous saisissons de questions. Et nous saisissons pour plusieurs raisons. Premièrement, dans la mesure où que le droit à l'énergie, c'est un droit fondamental en termes de droits humains. C'est un droit inclusif. Et c'est peut-être ça que nous te prenons position. Et nous sommes très préoccupés par rapport à ça qui a passé. Et dans le même contexte-là, nous avons gagné un chit attendé avec environ une dizaine d'employés du syndicat de l'EDH autour de la crise que l'institution ça a traversé. Nous partagé avec nous des informations, ils ont essayé d'expliquer nous pour nous mieux comprendre la crise là. Et nous-mêmes, au niveau de l'OPC, ça que nous constatons à partir de ça que nous comme information, journée jeudi, une cause rationnement drastique courant, c'est que même cellule d'urgence au niveau de l'électricité d'État d'Haïti, n'est pas capable de fonctionner. Il n'est pas capable de fonctionner. Pour qui ça? Eh bien, c'est parce que depuis le 23 juillet 2020, donc ça fait environ près de 5 jours, eh bien, local électricité d'État d'Haïti et l'électricité d'État d'Haïti, nous sommes capables de dire militariser. Il y a des policiers et de différentes unités qui occupent l'espace-là. Ça a créé une psychose de peur, il a créé un climat de tension, pas de sérénité pour employer fonctionner et même pour lorsque cellule d'urgence fonctionner. Donc nous-mêmes, c'est le premier constat que nous faisons et nous estimons que décision ça, étant donné que nous prenons saisir les autorités au plus haut niveau, le Premier ministre d'abord, le ministre de tutelle de l'électricité d'État d'Haïti qui joue le rôle de président du conseil d'administration, nous croyons qu'au regard de la loi, eh bien, une institution publique n'est pas obligée forcément pour militariser.
Étant donné que l'électricité d'État d'Haïti gagne un service de sécurité, nous-mêmes, au départ, dans le cadre pour que la population joigne service, nous allons recommander, et ceci dans le meilleur délai, dans les heures qui suivent, eh bien pour que soient capables de prendre les dispositions, gon chita parler qui fait entre les autorités et le syndicat à travers le service de sécurité pour voir comment ils sont capables de retourner avec un climat de sérénité en dans EDH, permettre que le service de sécurité de EDH lui-même prend responsabilité en main pour garantir sécurité en dans EDH, garantir sécurité matérielle EDH. C'est une revendication employée, c'est une revendication syndicale pour que cellule d'urgence soit capable de fonctionner. Parce que nous avons une situation contingente très difficile, et bien question blackout ça a des conséquences néfastes sur la population. Il y a des bandits qui profitent violer les gens, il y a des bandits qui profitent voler avec les gens, il y a des bandits qui profitent entrer dans l'hôpital, voler bagailles malades, voler bagailles parents de malades. Eh bien, nous croyons qu'il faut qu'il y ait des mesures d'urgence rapides qui prennent dans une perspective de solution définitive. Et nous en mesure également pour nous faire nous connaître que l'une des revendications que le syndicat a gagné, et comme nous tous déjà connaissons au niveau de la presse par l'écrit et télévisé et les médias en ligne, eh bien, c'est le refus de collaborer avec l'actuel directeur général qui nous met. Donc, ces positions, ils ont exprimé positions. Donc, il y a deux positions. Nous sommes capables de dire d'abord, c'est que il y a un refus catégorique pour fonctionner avec le directeur général, là, M. Michel Présumé. Il y a les raisons, sans que nous n'ayons pas besoin d'évoquer les raisons. Et deuxième revendication que vous gagnez, c'est que présence la police en dedans local électricité d'État d'Haïti empêcher, même si que par exemple employé autant de bonne foi, de bonne volonté, notamment au niveau de cellules d'urgence pour fonctionner, pour capable diminuer tout petit problème blackout là, il n'est pas capable parce qu'il n'est pas sentir qu'en sécurité, pas de sérénité en dedans. Donc bref, c'est ça que nous sommes capables de partager avec nous comme information. Nous-mêmes, en tant qu'au niveau de OPC, en tant qu'institution étatique qui a un statut indépendant, qui l'a pour charrier revendication population, qui l'a également pour l'ouvrir yeux autorité sous ça qui a passé, eh bien nous entendons dans les prochaines heures, je ne t'ai dit, pour nous rencontrer avec les autorités de ce pays à travers des prises de position, à travers des correspondances, pour que dans le meilleur délai, nous soyons capables de joindre une solution définitive à cette crise. Deux crises EDH là qui s'allient et nous discuter, nous parler. En fait, nous attendons et comme étant donné après-midi, nous allons gagner une rencontre ensemble avec un PM Juste et Joseph Jout et que nous espérons que, en fait, nous-mêmes au niveau EDH, syndicat, l'ensemble des employés EDH, et joignent nous ici à ça qui peut durer tout longtemps et qui permet à ce que la population attende un service et de qualité que ça fait plusieurs jours que li pas jouer un service ça et en fait nous-mêmes avons fait tout moyen de nous-mêmes bon côté par nous pour en fait gagner une solution qui joue dans crise ça. Et il faut que nous rappelions et que depuis les crises a commencé tu déjà gagné un problème de production déjà qui existait depuis vieille date. Ça veut dire que nous avons une baisse de production au niveau et m'a dit zone métropolitaine non. Et pour me pas dire pourquoi pas plus fort côté dans le pays à tout parce que il va renforcer par rapport avec le problème carburant qui était gagné parce que en pile dans groupe thermique en pile côté nous présent yo marché ensemble avec des ailes et qu'on y a maintenant pour Port-au-Prince pour qu'on ait que Pélig a produit 18 MW parce que il y a des turbines qui en panne c'est un seul qui a fonctionné et du côté de Carrefour 1 l'a produit 13 MW et Carrefour 2 il était campé pour problème et diesel c'est déjà un groupe qui là qui en panne tout. Nous descendons, il paraît qu'il a produit environ 25 à 29 MW, mais ces derniers temps, c'est 25 à 22 MW qui produit. Du côté de Centrale Vareux 1, et il campé pour le président pendant ma parole ensemble avec nous, parce qu'il est supposé à produire environ une vingtaine de MW, et c'est zéro la produit dans ce moment-là. Et par rapport avec non seulement problème diesel, et problème tout, groupe qui était déjà en panne là-dedans. Et Vareux 2, nous connaissons, et il y a un groupe qui est en panne là-dedans, un problème diesel toujours. Ça veut dire que ça, tu as déjà un problème et disponibilité en termes de production. Pour nous maintenant, et blackout là pour le sévère, pour le drastique, c'est parce que
employés qu'on est en mode de mobilisation et il y a une quantité de circuits à travers la zone métropolitaine qui pas arriver à alimenter à cause de circuits ça en défaut. En défaut et que en panne. Égal, là que c'est les crises qui est campé à Centrale continue à produire, mouvement d'énergie et dispatching qui continue à coordonner avec Centrale pour alimenter circuits. Mais à l'aide des dernières notes que le ministère de l'Agriculture a fait sortir qui demandait tout employé hérité la caillou indistinctement, ça va nous permettre d'encourager pas de possibilité pour ces cellules de continuer le travail, qui vont continuer à exister, même si en partie il est là, mais pour te permettre de faire des réparations sur ces circuits, même si c'est le soir, parce que bon nombre de circuits que nous gagnons qui en panne, qui en défaut à cause des derniers lapins qui étaient tombés là, même lorsque tu as une production, il n'y a pas de cas alimenter parce que en panne, circuit ça puis faut là en panne et tout paradoxalement parlant pendant la journée aujourd'hui, nous avons sur de production. Alors en plus dans la population pas le saisir, voilà ce que nous avons un blackout sévère drastique et puis nous avons surproduction. Ça n'entend pas surproduction, c'est quantité énergie qui est disponible à moment là, Pélig, nous parlons de centrale Pélig, Carrefour, e-Power qui a produit là. Puisque nous avons une quantité de circuits qui en panne, production ça est disponible, il nous oblige à faire retrait groupe du côté de e-Power et Central Carrefour parce que quantité de circuits qui bon nombre de circuits qui en panne permettent que nous pas qu'à alimenter avec ça. Par contre, si nous comprenons clairement, ça veut dire que son paradoxe, excusez-moi, qui dans le moment parce que bon blackout sévère drastique mais nous avons sur de production. Alors que c'est ça qu'on a dit, le gouvernement à plus haut niveau, comme nous, le Premier ministre, il a embrassé la question, le président Jovenel, à travers le Premier ministre, il a embrassé la question, certainement tout, et que pour faire en sorte que nous, comme nous toujours disons, tendez utiliser sagesse, tendez la raison qui peut permettre à ce que, pour la crise là, finalement, lever pour nous-mêmes, techniciens au niveau EDH, pour que le service population attendez nous-mêmes pour nous joindre. Parce que nous-mêmes, nous pas rien pour nous voir dans la question comme nous dit, tu es déjà gagné. Blackout là déjà, mais il vient renforcer à cause de problèmes nous parlons de circuits qui en panne qui permettent à ce que production nous vienne en surproduction. Ça veut dire automatiquement yo rapporter décret c'est nommer l'autre décret à la TDDH et bien n'a que dans travail comme ça doit on a maintenant l'état haïtien, gouvernement et section DH a des moyens qui pour mettre un carburant une réparation qui fait au niveau des centrales qui a des problèmes groupe et puis maintenant qu'on y a nous-mêmes nous avons continué une service. Promesse de 3000 gourdes, seulement 13% des familles ont reçu l'aide promise par le président Jovenel Moïse dans le cadre de la crise de Covid-19. L'ancien président de la commission éthique et anticorruption du Sénat exige des explications sur la distribution de ce fonds. Encore une promesse non tenue selon Yogi La Tortue qui réagissait au micro de Winchell Adrien. On a parlé de code pénal là, on a parlé d'après fait, on a parlé d'après article, on a parlé d'après ça qui est écrit. Et l'on fin parler de code pénal là, là ça n'a tiré conclusion. Moi je voulais à travers journalistes qui là radio télévision pour population comprendre exactement ça qui dans code pénal là. Moi fait analyse là d'après article, d'après la loi, mais nous allons mettre dans le langage peuple là pour comprendre justement code là ça qui la donne. Gagné code ça, en premier, on a parlé de lui. Il sorti dans le numéro ça, c'est le code pénal là décret. Donc, il est venu dans la presse nationale. Mais je vais vous montrer l'autre code qui est là. Ça, c'est le code Laurent Fabius, qui est présenté dans le Sénat français 20 février 1986. Le premier bagage, c'est le code ça que nous avons copié. Mais code là, si nous regardons chaque article, nous avons copié. Simplement, côté gain franc, en France, vous mettez good en Haïti. Donc, comment on peut comprendre que nos pays, après 200 ans de fin indépendant, pas de monde qui a écrit un code? C'est-à-dire qu'il n'y a pas écrit, il est obligé à copier. C'est peut-être sa première nom, nous code ça, son code colonial. Son code, côté que, nous avons considéré comme esclave, il y a allé pour copier le code colon. Son code colonial. Deuxièmement,
ça qui vient dans le code ça. Code pénal, il gagne deux fonctions. Une fonction répressive, ça veut dire que c'est code qui pour punir les gens qui fait des ordres, comme infraction. Il a une fonction expressive, ça veut dire c'est exprimer valeur nous dans la société. Alors que dans le code ça, c'est un code de débauche. Son code qui parlait de homosexuel. Il parlait de Timoun, à partir de 15 ans, il y a une majorité sexuelle. Son code qui parlait de monde qui fait barrage avec bête. Son code qui parlait de, dans le langage pano, justement, Massissi, Madivinez. Son code qui parlait d'est-ce que si un pasteur pas voulu faire un mariage homosexuel, les arrêtés, il y a 3 ans de prison. Donc, pour nous, après le code colonial, son code trivial, son code antisocial, son code immoral. Ça, pas dans la société noire. Et ça, la loi fait. La loi valide ça que dans la société. Mon pas qu'à prendre exception et puis pour faire le tourner loi. La loi valide sa majorité sociale là. Pensez. C'est ça qui est codifié. Donc, nous avons son code, genre, on se dit là, immoral, trivial et antisocial. Troisième bagage qui est dans le code ça, qui c'est un gros scandale, c'est que dans le code là, il y a écrit amnistie. Laissez un code qui est écrit amnistie, il faut regarder ça, il dit dans la Constitution. Dans la Constitution, dans l'article 147, il dit que amnistie, c'est bagage que le président baille, simplement en matière politique. Donc, les balles dans le code là, il faut me déjoindre que amnistie a rapporté sa constitution, puisque la constitution l'est, ça le dit, c'est ça qui est dans le code là. Il faut dire qu'il y a amnistie en matière politique. Non. Dans l'article 221, 222, 223, 224, 225, il dit amnistie, sauf en matière de génocide, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, président dit qu'il y a amnistie. Et ça, amnistie, il a lavé pécho. Même si vous avez fait voler tout comme pays à Petro-Caribé, Dermalok, Sofidaï, Cabri. Depuis vous avez amnistie, ou pas coupable encore. Ou pas aucun corps pour remettre. 2. Les gens qui étaient complices ou yo, ils pas complices encore. Ça veut dire que Jodia, nous avons son code que vous rangez pour amnistier les Petro-Caribé. 4 milliards 200 millions de dollars. Aide internationale que nous avons quitté sous liquide 10 milliards de dollars de 2010 à nos jours, ça fait environ 14 milliards 200 millions, plus Dermalog 30 millions, Sofida 100 millions, environ 15 millions de dollars, 15 milliards de dollars, que petit pays ça a perdu. Nous avons fait enquête, qu'on y a eu amnistie. Nous cherchons comment qui parlé d'amnistie, on a dit c'est l'opposition. Éric Jean-Baptiste, eh bien, je dis à découvrir ces présidents qui mettaient amnistie, c'est eux qui ont un projet. Donc, puisque vous voulez amnistie à gens qui volent pour le pays, c'est ça, un code déloyal. Donc, c'est un code colonial, trivial, déloyal. Et dernier bagaille, pour nous dire que c'est le 4e bagaille que nous découvrons dans le code là, là, dans l'article 720, 721, 722, il y a voté une loi dans le pays sur la corruption en 2014. Il y a dit si on a fait corruption dans l'administration publique, si on a pris un battable, il y a bali on peine de réclusion, c'est-à-dire 20 ans à 30 ans de prison, et on a payé de 500 000 gouttes à 1 million de gouttes d'amende. Donc, son bagage, tout le monde est content, il dit, bon, avec peine ça, qu'on y a, n'est pas mal dans le volet. Bon, dans le code pénal, là, il réduit peine. Premièrement, il retiré l'amende là, si nous regardons, parce que nous-mêmes, justement, on n'a pas les codes de référence là. Premièrement, il retiré l'amende là, et puis il dit, est passible de 10 à 15 ans au plus. C'est 710, excusez-moi, c'est 710 et 711. Donc, pendant que la loi sur la corruption, il faut appliquer le long, il faut quand on fait l'autre, il réduit. Ça veut dire qu'on n'a pas de problème, mon cher, on te met les volets sur le bon, pas un pile peine. Alors que longtemps, on a fait 20 à 30 ans et de prison et on a payé entre 500 000 gouttes à 1 million de gouttes. On n'a pas gagné amende et il réduit l'autre là de moitié.
Au lieu de 20 ans à 30 ans, ils ont fait de 10 à 15 ans, c'est l'article 710. Donc, son code fatal, parce que le plus gros problème pays a gagné là, 1 million de personnes là, c'est pour combattre la corruption, c'est pour dire nous la corruption. Donc, c'est pour fatal là, c'est-à-dire que quand il y a dit, on n'a pas de problème pour la corruption. Donc, ça nous devrait dire. Et je dis, dans l'analyse sous code là, son code colonial, puisqu'il est copié par la France là, son code trivial, parce que c'est débauche dans le pays. Ils voulaient faire Haïti tout un pays de touristes sexuels, côté pour venir faire désordre dans le pays. Son code déloyal, parce que le président a l'amnistie pour question politique, livré l'amnistie à une question crime financier. Et enfin, son code fatal, côté que là où on est corrompu, c'est peine qui est fait peur, je dis à diminuer de moitié. Donc voilà, en gros, ça nous résume dans le code ça et nous dit que je dis à président, code décret sur le cap sorti, il n'y a pas de loi sortie. Il n'y a pas de loi sortie parce que là, nous arrivons dans la Constitution, article 150, il dit que le président n'a pas plus de pouvoir que lui donne la Constitution. Seul côté qui écrit décret dans la Constitution, c'est l'Assemblée nationale fin adoptée en convention, en traité. Il dit que il ratifie sous forme de décret. Pas de l'autre côté encore bien. Donc, dans ce sens, ça, nous croyons que, je dis, après dénonciation ça, et toute force vive pays, c'est l'appel à la mobilisation pour que bagaille ça yo pas fait dans le pays et que nous nous dirigeons vers un pouvoir de transition légale, légitime, qui a orienté le pays ça vers vraiment une société de respect de valeurs, une société de respect dans le combat de corruption, dans le fait pour sérieux et pour nous arriver dans un changement constitutionnel. 35 000 bourses d'études seront attribuées à des jeunes dans les domaines techniques et professionnels. Ce programme du complexe Salon Social, financé par plusieurs organisations internationales, dont Government Supplies et National Med Search, s'étendra sur 7 départements du pays. Ces bourses visent à accompagner ces jeunes en difficulté. Les précisions du directeur du complexe Salon Social, Jimmy Pierre, au micro de Jean-Vital Pierre. Tiens à ce que pour nous remercier nos partenaires internationaux, Government Supply International, National Med Surge, Cabinet Leur International, et dans le niveau local là, ensemble partenaires que nous gagnons depuis 6 ans qui habitués à accompagner nous, qui c'est Fondation Waxon Belloni, nous gagnons normalement Cabinet Jimmy Pierre, l'investisseur social, et nous gagnons PADC tout, qui sont partenaires que nous gagnons, encore avec Government Supply International qui continue à accompagner nous dans supporter la société dans le domaine de l'éducation en Haïti et dans plusieurs autres domaines que le complexe Salon Social là, lui-même fait partie. Donc, merci avec membres de la presse qui normalement ici présent, ensemble radio et télévision qui ici là, et nous remercions et nous souhaitons non l'autre point de presse encore et nous avons plus toujours sous ensemble de sujets que nous avons gagnés pour que nous avancions et permettre à ce que la société a bien début de qui côté nous est, qui ça nous est pour nous faire. Du sang neuf dans la diplomatie haïtienne, 24 cadres issus des 12 directions du ministère des Affaires étrangères vont être affectés aux différentes missions diplomatiques à l'extérieur du pays. Ces jeunes ont été recrutés sur la base de leur diplôme de licence ou d'un diplôme en histoire, une bonne culture générale et 5 ans de service au sein du ministère. Les précisions avec le directeur de communication du ministère des Affaires étrangères, Israël Jackie Cantave, au micro de Daniel Clerget. Pour nous parler de 24 jeunes cadres dans le ministère qui bénéficient de transferts pour aller représenter le pays à l'extérieur. D'abord, nous dit que ça partit d'une politique publique d'intégration de la jeunesse que le président de la République là, l'y mettait sous pied et le mandé, l'instruit le ministre des Affaires étrangères justement pour participer dans la politique ça et mettre la politique ça en œuvre dans le niveau diplomatie. Et c'est ça que fait, il y a une possibilité aujourd'hui pour réformer ça, de commencer dans ce sens ça, c'est-à-dire avec l'intégration de 24 jeunes saillots, parmi eux, Bernit, François Lazare qui accompagnait moi. Alors ça gagne, c'est que tu es d'abord, avant pour réformer, tu es capable de mettre en œuvre, tu as un processus d'évaluation qui t'est fait de mission qui gagne à l'extérieur. Le processus d'évaluation, ça n'a pas de cas fait physiquement
à cause de Covid-19 là. Mais le ministre a gagné plusieurs séances de travail par visioconférence avec chef de poste et chef de mission qui est à l'extérieur. Ça te bat staff ministériel là, ils ont l'idée sous qualité, quantité, monde qui est dans le service externe et possibilité de transfert qui t'a gagné. D'abord, nous rendons compte, constat prouvé que il y a des gens qui ne sont pas compétents pour le poste qu'ils occupent. Ensuite, c'est un peu c'est acquaintance politique qui te permet que là, parce que nous devons rendre un constat de 76% de gens qui nous mettent à l'extérieur, c'est acquaintance politique. Nous dit qu'il faut qu'on rééquilibrage qui fait. Et justement, dans le cadre de rééquilibrage, ça, le ministre a fait une évaluation, le ministère a fait une faire avec staff, et puis il a décidé que il y a des gens qui peuvent bénéficier de transfert, et ça a commencé justement au niveau même du ministère. Là. Il y a 12 directions dans le ministère. Chaque direction, chaque directeur qui est dans la direction, ça a proposé 3 personnes. 3 personnes qui ont estimé qui sont compétents. Et tout à l'heure, Bernard Pralbanou, critères de compétence, critères de sélection. Donc 3 personnes qui ont estimé qui sont compétents, qui sont formés, qui ont un nombre de temps, et ils ont proposé en commission qui gagne dans le ministère, qui est formé de gens bien madré tout, qui sont ambassadeurs confirmés. Et Mounsayo, commission, recevoir 3 Mounsayo dans chaque direction. Il y a 12 directions qui baillent chaque bail 3 moun, ça baille 36 jeunes cadres. Finalement, après le grand oral là, c'est 24 qui étaient, il y a 12 qui coulaient. Et 24 ça, c'est eux-mêmes que ils ont sélectionné et qui ont participé dans une cérémonie que nous avons la semaine dernière, que le président de la République là a animé. Et le président de la République là a justement baillé lettre d'affectation. Et c'est 24 jeunes cadres qui pourraient gagner dans 2 à 3 semaines pour aller représenter le pays à l'extérieur, dans le service extérieur ministère. Les critères qui étaient proposés, c'était au moins il faut que nous ayons une licence, ou bien un diplôme universitaire, surtout dans l'histoire, droit, économie avec relations internationales de préférence. Il faut que nous ayons une bonne culture générale. Et puis, il faut que nous parler, il faut que nous écrire, il faut que nous ayons service, responsabilité, il faut que nous ayons capacité pour nous travailler en équipe. Une chose qui est important encore tout, c'est au moins il faut que nous ayons 5 ans depuis notre travail dans le ministère. Là. Et puis, dans la dernière évaluation que l'OMRH a fait, il faut que nous ayons bien noté là-dedans. C'était un ensemble de critères que tu prends en compte pour te sélectionner nous dans chaque direction que nous sommes sortis. À l'étranger, la Chine a annoncé la suspension d'accords d'extradition entre Hong Kong et 3 pays occidentaux, le Canada, Australie et Royaume-Uni. Une mesure qui semble largement symbolique car ces États ont été suspendus unilatéralement ces traités pour protester contre la nouvelle législation en vigueur sur la sécurité à Hong Kong. Plusieurs pays occidentaux, les États-Unis en tête, ont appelé la Chine à revenir sur cette loi sur la sécurité nationale à Hong Kong, adopté le 30 juin par l'Assemblée nationale populaire à Pékin et entré en vigueur à Hong Kong le 1er juillet. Ce texte sanctionne la subversion, la sécession, le terrorisme et la collusion avec les forces étrangères pour réprimer la contestation dans le territoire autonome. Elle fait craindre à l'opposition démocrate locale un grave recul des libertés. Depuis 1997, Hong Kong jouit d'une large autonomie par rapport à la Chine occidentale. Ses habitants bénéficient de la liberté d'expression, de la liberté de la presse et d'une justice indépendante. Autre sujet, Covid-19, seuls 10 000 fidèles autorisés pour le grand pèlerinage à la Mecque, prise de température, mise en quarantaine. Les pèlerins qui se rendent à la Mecque sont contrôlés de près cette année en raison de la pandémie de Covid-19. Ils ne sont que 10 000 à être autorisés à rejoindre le lieu saint à partir de mercredi contre 2,5 millions en 2019. Pour l'occasion, la grande mosquée est désinfectée par les moindres recoins et les pèlerins devront se tenir à distance les uns des autres. Un coup dur pour l'Arabie Saoudite où le tourisme religieux génère chaque année plus de 10 milliards d'euros. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À la prochaine.